voudrais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme. Une femme qui n'est pas comme les autres et qui n'est surtout pas comme elle-même. Et ça nous fait du bien. Les gens qui sont ce qu'ils sont et qui tiennent à voix haute à bien le faire savoir aux autres, ce n'est pas trop sa tasse de thé. Les gens qui sont ce qu'ils sont, qui se contentent d'être eux-mêmes, c'est salaud, selon Sartre. Eh bien, le salaud, c'est celui qui salope sa liberté, qui la salit, qui la trahit. Comment il fait ? Il reste collé à sa pseudo-identité, confond sa position sociale avec sa vérité, confond son existence avec son essence. C'est cela que Sartre appelle la mauvaise foi. C'est croire qu'on est ce que l'on est au lieu de croire en sa liberté, en cette capacité inouïe de se réinventer, de devenir autre et même de le devenir dans les yeux des autres. Eh bien, elle passe de masque en masque sans jamais laisser croire qu'il suffirait de tomber le masque pour qu'apparaisse son essence, sa vérité, son ego, son cher petit moi. Elle se joue des masques, joue avec ses identités pour notre plus grand plaisir et le sien aussi, visiblement. Elle chante, elle danse, elle joue la comédie, elle joue avec les codes, quand d'autres jouent un peu trop sérieusement le jeu de la comédie sociale. Elle danse, légère, fantaisiste, elle sait le rire comme la plus belle des politesses, elle sait que c'est la plus élémentaire des élégances, mais sa légèreté cache, je crois, une véritable combattante. Son ennemi, son adversaire, le diable, c'est l'esprit de sérieux. Et ce combat-là, elle le prend très au sérieux. N'est-ce pas ainsi que l'on prend la liberté au sérieux ? N'est-ce pas dans le cœur changeant de la fantaisie, quand on ne prend au sérieux ni les rôles ni les codes, que l'on prend enfin vraiment au sérieux notre si belle liberté, que l'on cesse enfin d'être ce que Sartre appelait un salaud. Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une femme qui lui ressemble beaucoup. Actrice, alors notamment Excusez du peu pour Romer, Rob Grillet, Peter Handke, Cédric Kahn, Raoul Ruiz, réalisatrice de 5 films, danseuse, chanteuse avec plusieurs disques d'or à son actif et récemment un nouvel album Iconics. Arielle Dombal donc est avec nous ce matin sous le soleil de Platon et avec elle nous allons nous demander si la fantaisie de notre liberté n'est pas l'antidote parfait à toutes les saloperies du temps. Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter. Bonjour Arielle Dombal. Bonjour, mais Charles, cette présentation vertigineuse nous met tout de suite au diapason de l'essentiel des choses. Voilà, l'essentiel de celles et ceux qui n'aiment pas l'essence. Voilà, exactement. Alors, Arielle Dombal, vous êtes existentialiste. Peut-être, on peut dire ça. C'est-à-dire que, en tout cas, je me reconnais dans cette phrase. Ceux qui se contentent d'être eux-mêmes sont des salauds. Voilà. Évidemment, elle est extraordinairement catégorique. Mais je crois au dépassement, oui, je crois à la virtuosité des renaissances. Ouais. Je crois que nous, les artistes, c'est fondamentalement ce que l'on est. Des êtres qui nous réinventons et qui passons de forme en forme. Oui, c'est intéressant cette notion de virtuosité, parce que le piège de la virtuosité, ça pourrait être qu'on s'y croit, puisqu'on maîtrise la technique, voilà, vous dansez bien, vous chantez bien, vous pourriez prendre ça très au sérieux et finalement dire, voilà, je suis ce que j'ai fait, je me réduis à ça. Je voulais réagir à un personnage de Sartre que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le docteur Roger. Alors, le docteur Roger, c'est un notable de province, tout le monde le reconnaît, et quand il est au restaurant, il a la meilleure table, tout le monde vient le saluer, et puis Sartre le décrit à un moment, il a trop mangé, il est en train de digérer, les convives sont partis, et puis il s'endort un peu comme un gros notable qui a trop mangé et trop bu. Et Sartre écrit magnifiquement, regardez-le, le pauvre docteur Roger, il tombe doucement dans l'enflure de l'être. Ah oui, c'est ça. Mais enfin bon, évidemment, quand il s'agit d'un médecin, c'est plus délicat, parce que là, c'est en effet une vilaine image d'un être complètement installé dans lui-même, dans sa fonction de docteur. Ouais. Mais c'est vrai que nous avons tous, vis-à-vis de la médecine et des médecins, une espèce de peur. Non mais oublions qu'il est médecin. Il aurait pu être magistrat. C'est juste un notable. C'est juste quelqu'un qui est trop fier de ce qu'il est, voilà, et non pas de ce qu'il pourrait devenir. Non, vous avez parlé de Renaissance. Voilà, Renaissance, parce que c'est nous le propre des êtres artistes, des poètes, des musiciens, c'est qu'on est comme des funambules, toujours sur un fil. Qu'il y a des abîmes à droite, à gauche, mais que l'on a des certitudes de se dire, eh bien là, il y a une lumière extraordinaire, un plaisir, un désir, une création, je vais aller par là.
Alors vous avez sorti votre dernier album, donc Iconics, en mai dernier, où vous reprenez des tubes d'icônes féminines, Oui. féministes aussi, Oui. des années 50, 60, donc Marlène Dietrich, Judy Garland, le très beau Over the Rainbow, Peggy Lee, un peu oubliée, qui était la Frank Sinatra de l'époque. Oui. Qu'est-ce que ça vous a dit de vous-même de repasser par toutes ces femmes, d'en faire toutes ces reprises? Mais j'ai toujours eu une grande admiration pour les femmes, et je crois que un exercice d'admiration est la meilleure chose qui soit. Je dois beaucoup à ces grandes maîtresses, à ces grandes figures de femmes Ouais. qui m'ont éclairé, qui m'ont dit comment est-ce qu'on pouvait être, ce qu'on pouvait devenir, avec justement cette liberté innovante, cette manière de se placer sur un terrain complètement nouveau et de marquer le temps par l'audace, par l'insolence, par la voix, le geste, l'écriture. Ariel Dombal, vous êtes une grande admiratrice? Oui, oui, oui. Je suis souvent éberluée d'admiration. Je reste ébahie. Alors, dans cet album, on entend résonner votre admiration pour Marlène Dietrich, notamment. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Marlène Dietrich, plus précisément? C'est-à-dire, je l'ai rencontrée assez tard. J'ai su qui elle était assez tard. J'ai vu les films de Marlène Dietrich assez tardivement. Mais j'ai pu observer cette extraordinaire liberté et affirmation de l'être. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est tout permis, toutes les métamorphoses, aussi bien de revêtir un costume de King Kong que de l'être le plus sophistiqué qui soit, et prenant son destin dans une mesure où, à l'époque, les studios et le système cinématographique étaient très formatés, très stéréotypés, elle a su briser un petit peu toutes ces figures dans lesquelles on voulait enfermer les actrices, et elle s'est jouée de tout ça, et c'est en ça que je l'admire. Et puis elle a chanté toute sa vie beaucoup de choses, et puis elle s'est incarnée dans divers personnages. Ouais, elle a et beaucoup puis, de renaissance, elle aussi. Voilà, et elle aimait aussi les métamorphoses, le style vestimentaire. Elle est la première qui a osé porter des smoking d'hommes. Ouais. C'était extraordinairement choquant à l'époque, et les gens étaient absolument saisis. Comment est-ce qu'une femme ose comme ça chanter en smoking alors qu'elle est une femme ? On entend votre admiration. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dans cette époque un peu d'égalitarisme, d'envie, cette époque qu'on sent comme ça, pour qui admirer, c'est quelque chose de négatif, parce que ça veut dire qu'on est petit par rapport à l'autre qu'on admire. C'est comme si on était jaloux et qu'on avait trop de jalousie ou trop de ressentiment pour être capable d'admirer. Et c'est bien dommage, parce que ce que nous dit Aristote, ce que nous dit Nietzsche, c'est que quand on admire la singularité de quelqu'un, en fait, on se nourrit et on se remplit paradoxalement de la possibilité de développer sa propre singularité. Autrement dit, il n'y a pas d'imitation dans l'admiration. Et justement, c'est ce qu'on entend dans votre album, parce que vous prenez énormément de liberté. Parfois, vous faites une reprise électro, parfois, vous faites une reprise ultra lyrique. Vous partez dans toutes les directions, Voilà. ce qui est bien la preuve que l'admiration n'est pas imitation. Non. Et alors, dans le cas de Marlène Dietrich, j'ai pris un titre qui n'est pas très connu, qui C'est s'appelle Boys in the Backroom. Boys in the Backroom, et c'est d'une modernité On va incroyable. l'écouter tout à l'heure. Ouais. Et alors, Boys in the Backroom, à l'époque, elle parlait des backrooms des soldats, puisqu'elle a été avec les GIs pour... Donc backroom, ça veut dire quoi? C'est juste la room qui est un peu annexe. Voilà. C'est là où ils se changent, peut-être, un vestiaire, voilà, en fait. Voilà, là où ils se changent. C'est comme les joueurs de football. Mais ça a quand même un autre sens sexuel, déjà, non? Mais alors, maintenant, les backrooms, c'est surtout pour les garçons qui aiment les garçons. Mais je crois que c'était déjà un peu comme ça. Il y avait déjà cette résonance à l'époque, peut-être. Peut-être. Mais alors, moi, j'ai donc, avec Charlie Voudou, qui est un merveilleux compositeur, avec qui on a fait cet album, mais ça fait déjà 3-4 ans qu'il a commencé. Mais alors, Charlie est un compositeur comme moi, qui vient du classique. C'est-à-dire qu'on peut parler de Handel, de Purcell, de Rameau, mais qui accompagne toutes les drag queens
chez Madame Arthur. Ouais. Donc il est très très virtuose et il est merveilleux en arrangement électro aussi. Mais est-ce que En vous connaissez transposition. l'esthétique camp ? Je pense que oui. Oui, Parce oui. qu'au fond, c'est ça, j'ai l'impression, qui émerge de toutes ces reprises. Oui. Je vais vous proposer d'écouter Susan Sontag définir cette esthétique camp, qu'on pourrait confondre avec le kitsch, mais je crois que c'est important de bien entendre ce que c'est. Oui. Le camp est une manière de voir le monde comme un phénomène esthétique. Le camp est l'amour de l'exagération. Le camp incarne la victoire du style contre le contenu. Le camp est contre le sérieux, mais peut se prendre au sérieux. Le camp ne juge pas. Le camp est généreux. Le camp s'amuse. Dans son essai, elle cite pêle-mêle Greta Garbo, actrice des années 30, Carlo Crivelli, peintre de la Renaissance, le château de Versailles, le ballet du lac des Cygnes, les bouches du métro parisien, et même le général de Gaulle, qu'elle considère comme camp pour sa gestuelle et sa rhétorique. Je croyais entendre la voix de... Non, excusez-moi, j'avais mal présenté. C'est Susan Sontag qui pense ça, et c'est sa pensée qui est présentée. Voilà, c'est tout ce voilà. qu'elle dit du camp. Oui, oui. Ben Vous êtes déçu. Non, je ne suis pas Ah, déçue, ok. parce que les jeunes filles qui ont lu les textes avaient des voix très enjouées, presque moqueuses, mais pas tout à fait, et c'était très agréable. Quelle à est la entendre. différence avec le kitsch ? Le kitsch, on n'a jamais très bien su ce que c'était. C'était en réalité souvent l'avant-garde qui faisait peur, et donc, comme on n'avait pas de mots, on disait que c'était kitsch. Et puis après, petit à petit, le mot a changé, c'est devenu une chose un peu péjorative. Quand, je ne sais pas, Jeff Koons fait un Apollo en plastique rose, pink, qui enlace une tulipe bleue, eh bien on dit c'est kitsch. Mais c'est simplement d'avant-garde. Alors dans cet album, donc Iconics, il y a aussi un hommage à Simone de Beauvoir dans le titre Oui. Woman, Just a Woman. On va l'écouter un petit peu pour essayer d'entendre résonner encore une fois une autre modalité de votre admiration. Alors Ariel Dombal, ça vous l'avez écrite, Oui, celle-là. oui, celle-là je l'ai écrite. Et, Ça fait beaucoup d'injonctions quand même. Oui, mais alors Ouais. justement, c'est autour du préjugé sur les femmes. Quelles qu'elles soient, elles sont toujours réduites à 3-4 figures, the witch, the bitch, the mother or the innocent virgin. Et c'est vrai que c'est très difficile pour les femmes, quelles qu'elles soient, de sortir de ces catégories. Mais pour en sortir, il faut en sortir radicalement ou il faut jouer avec ? Eh bien, la radicalité, je ne sais pas où ça commence et où ça finit, mais j'imagine qu'il faut toujours être aussi pour être dans le juste et le vrai, il faut être un peu dans l'ambiguïté. Vous pensez que certaines de ces injonctions ont été pesantes même pour vous dans votre Oh, passé ? mais bien sûr. Moi, on m'a toujours vue comme une blondinette, et c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir réaliser à l'âge de 23 ans mon premier film, et comme vous imaginez, et que vous le savez, faire un film, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, etc. Et en effet, quand j'entrais dans les bureaux des décideurs, on voyait une blonde comme ça, Une un Barbie. peu stéréotypée, une Barbie, et donc on se disait, what is she looking for? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a, avec un Elle a physique la comme beauté ça. et plus, elle veut réaliser un film. Voilà, exactement. Et comment vous avez dépassé ça ? Alors, ça m'a beaucoup fait souffrir. C'est comme quelqu'un qui est albinos, à qui on dit qu'il est albinos toute la journée. Ou bon, voilà, voilà. Et j'étais dans un pays aussi, le Mexique, où j'étais très blonde aux yeux bleus, et je me souviens que dans certains villages, les enfants couraient et venaient me taper sur la tête parce que j'avais les cheveux très 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 longs. Donc j'étais Vous tapez sur la tête comme genre, une sorte de... Oui, peut-être de personnages étranges, de petites filles Mais bizarres. vous faisiez peur ? Peur, je ne crois pas, mais... Vous étiez différente. Voilà, c'était peut-être, je sais pas... Vous étiez queer déjà, étrange. J'étais queer. Vous aviez... oui, et on va... on va écouter d'ailleurs Boys in the Backroom, votre reprise de Marlène Dietrich. Oui.
C'était évidemment Ariel Dombal, Boys in the Backroom, votre reprise de Marlene Dietrich de votre dernier album Iconics. Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter. Nous sommes toujours avec Ariel Dombal et nous questionnons la liberté, la fantaisie, cette manière de ne pas se réduire à ce qu'on est, de vouloir renaître. Vous avez beaucoup parlé de renaissance, de montrer différents visages, différents masques. Vous avez beaucoup travaillé sur l'imagerie de Barbie. Vous avez fait un documentaire dessus. Vous apparaissez dans le documentaire Et Dieu créa Barbie. Il y a eu en 2009 Barbie by Ariel Dombal. Ça veut dire quoi pour vous, Barbie ? Ah bien, justement, j'étais donc toujours comparée à la poupée Barbie dès l'âge de 14 ans. Et bien entendu, je voulais sortir de ce stéréotype. Ouais. Et puis, j'en suis sortie d'une certaine manière, bien que, on continue à me réduire à cela. Et puis après, je me suis dit, mais au fond, cette poupée a tellement compté pour moi, et pourquoi est-ce que je l'ai tellement aimée ? Eh bien, parce qu'elle représentait la figure même du féminisme. C'est-à-dire que c'est la première poupée qui n'était pas un poupon vagissant qu'il fallait bercer, mais au contraire, une petite jeune fille du futur, avec la possibilité d'avoir une panoplie de tous les métiers du monde. Alors, justement, les petites filles rêvent, elles pouvaient être médecins, astronautes, avocates, championnes de patinage, conductrices de camions, skateboardeuses. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que c'est ça, l'imaginaire des petites filles, et moi-même, je me disais, voilà le futur qui m'attend, c'est pouvoir être tout ça. Donc pour vous, cette figure est plutôt une figure de l'émancipation féminine. Absolument, absolument. Vous avez vu le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling, Barbie ? Oui, absolument. Alors on va écouter un extrait. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Faut toujours qu'on soit extraordinaire. Mais en même temps, on fait toujours les choses de travers. Tu dois être mince, mais pas trop, et t'as pas le droit de dire que t'as envie d'être mince. Il faut que tu dises que tu veux être en bonne santé. Mais tu dois aussi être mince, c'est ça. Tu dois toujours te faire belle pour les hommes, mais pas trop. Sinon t'es une allumeuse ou bien une menace pour les autres femmes, parce que tu comprends, faut que tu sois solidaire, mais tout en te démarquant. Et tu dois te montrer reconnaissante. Mais ne jamais oublier que le système est truqué. Donc montre que tu n'es pas dupe, mais sois toujours reconnaissante. T'as pas le droit de vieillir. T'as pas le droit d'être insolente. T'as pas le droit de te faire remarquer, d'être égoïste, de craquer, d'échouer, de montrer que t'as peur. T'as pas le droit de sortir du rang. C'est trop dur, c'est trop contradictoire. Et ne t'attends pas à recevoir une médaille ou un merci. Bref, tout ça pour dire que non seulement tu fais tout de travers, mais en plus, tout ce qui arrive est de ta faute. Ça vous fait sourire ? Ça me fait sourire, oui. Mais je trouve que c'était plus joli en anglais, mais bon. Oui, mais en fait, c'est plus ambigu que ce que vous avez décrit. C'est à la fois émancipateur, mais c'est aussi réducteur, finalement. Et peut-être il y a cette ambiguïté qui est justement intéressante. C'est les deux. Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, c'est la condition féminine en général, parce que bon, ça c'est un film un peu de riab d'une poupée Barbie, mais la condition féminine, on ne naît pas femme, on le devient. Ça, c'est un axiome beaucoup plus pertinent encore. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'est la condition féminine depuis 21 siècles ? Voilà. Parce qu'elle découvre dans le film, Barbie, soudain, qu'elle n'est en fait qu'un jouet. Elle le découvre, c'est comme une révélation. Oui, alors ça, évidemment, c'est très fantaisiste et très bien fait et super gracieux. Mais ça évoque un petit personnage qui, moi, dans ma trajectoire d'enfant, a beaucoup compté, parce que j'ai cristallisé autour de cette poupée, voilà. Mais après, j'en ai souffert, justement. Vous l'avez admirée, cette poupée, quand vous étiez enfant ? Bien sûr, je l'ai admirée, je l'adorais. Et j'avais envie toujours, quand on me donnait des petits patins à glace miniatures, j'étais absolument aux anges. Alors j'avoue que j'étais assez scotché quand je suis tombé sur Barbie Iconics dans votre album Iconics. On va écouter un extrait pour qu'on voit à quel point ça a compté pour vous et quel est votre rapport à ça. Alors, donc elle est plastique, féministique, cette poupée, iconique, dramatique, mais il y a ce mot, mystique. Ça m'intéresse beaucoup, parce que moi je ne vois pas tellement mystique Barbie. Par contre, vous, je vous sens un peu mystique. Est-ce que vous n'avez pas projeté sur Barbie un peu d'un mysticisme qu'elle n'avait pas ?
Ah, mais peut-être qu'on projette tous et toutes, on projette, c'est des projections, des cristallisations sur les objets du désir et sur nos poupées, ou alors sur le petit camion de pompiers ou je ne sais quoi, évidemment, on se fait des petits films du futur. Alors mystique, oui, mais peut-être que moi-même j'ai été élevée au Mexique, donc dans une atmosphère, j'avais une nanny, une gouvernante indienne qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui était ultra-catholique. Donc, j'ai fait un nombre de processions à genoux et de mortifications au nom du catholicisme incroyable, parce que le catholicisme au Mexique, c'est quelque chose de très ardent. C'est Madonna, quoi. Non, c'est pas Madonna, c'est d'abord le ciment social, parce que les Mexicains, donc, c'est un peuple métis qui a connu tardivement le catholicisme, qui lui a été imposé. Et après, c'est des gens qui restent avec un très grand mystère du passé, puisqu'ils sont issus de ces civilisations Olmec, Chichimec, Mixtec, Maya, qui ont disparu, et que les conquistadors espagnols sont arrivés sur leurs chevaux. Ils ne connaissaient pas les chevaux, les Mexicains. Donc ils ont vu ces êtres qui étaient comme des idoles, toutes avec leur armure étincelante, et qui en plus avaient des fusils, donc qui crachaient du feu. Ils ont pensé que c'était des dieux qui arrivaient. Et donc ils ont imposé ce catholicisme. Et ils ont imposé ce qu'il y a de plus beau dans le catholicisme, qui est la miséricorde, la charité. Et c'était dans un pays où on en était au sacrifice humain. Enfin, le sacrifice rituel existe dans toutes les religions, mais au Mexique, c'était les civilisations antérieures, c'était les sacrifices humains, donc c'était quelque chose de... Et le Christ, la figure du Christ, de la compassion, et de aimez-vous les uns les autres, et ce message de bonté, ça a complètement changé tout un peuple, quoi. Il faut dire aussi... que c'est le Christ, l'agneau de Dieu. C'est lui qui est sacrifié. À partir de là, on ne sacrifie plus les autres. Voilà, exactement. Il nous rachète. Il nous rachète. C'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle et la grande nouvelle. Mais c'est vrai que moi-même, quand j'entrais dans les églises mexicaines, j'étais toujours saisie par le Christ en croix. Et ça me faisait pleurer. Et puis, il y avait la Vierge Marie, cette figure merveilleuse qui est idolâtrée au Mexique, qui est la Virgen de Guadalupe, qui est apparue à un pauvre petit paysan. Et ça, elle est mythique, elle est fondatrice. Et moi, j'adore la Virgen de Guadalupe. J'adore la figure de la Vierge. Elle vous parle presque plus que celle de Jésus ? Oui, peut-être plus. Oui, pourquoi ? Parce que je ne sais pas, mais il me semble que c'est la douceur, la grâce, la bonté même. Et la virginité. Et la virginité. Mais alors, mystique, ça vient de moustikos, le mystère. Oui. Est-ce qu'il y a des mystères qui vous effraient plus que d'autres ? Alors, les mystères, déjà, j'en ai chanté, les mystères du Moyen-Âge, etc. C'était des sortes de représentations en face des églises. Et il y en a beaucoup au Mexique. On refait chaque année le chemin de croix, etc. Mais pour parler du mystère plus général, du mystère qui nous entoure, eh bien, il nous effraie. Le mystère de l'amour, le mystère de la fin de l'amour, le mystère du sens de la vie. Si vous deviez... il y a peut-être aussi des mystères qui nous effraient pas, le mystère de la beauté, le mystère du sublime. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on passe sa vie à essayer d'avoir moins peur de ce qui nous effrayait au début. Oui, mais je crois qu'on n'y arrive pas. Je crois qu'on reste... je me rappelle qu'il y avait un livre du pape qui s'appelait « N'ayez pas peur ». Et je me disais, c'est merveilleux, « N'ayez pas peur » comme titre. Mais est-ce que nos peurs d'enfants ne restent pas jusqu'à la fin ? Non, moi je crois qu'on a toujours peur des mêmes choses et que l'expérience ne sert à rien. Oui, ça me fait penser à cette géniale phrase d'un sage chinois, « L'expérience est un peigne pour les chauves ». Ah oui. Alors évidemment, moi je ne suis pas d'accord. Moi je pense que l'expérience, elle peut éclairer les autres et elle n'est pas un peigne pour les chauves. Mais je reviens à ce que vous disiez. Vous aimez cette figure de la Vierge Marie, mais vous croyez en Dieu ?
Bien sûr, je crois en l'au-delà et j'aime cette idée de croire que la fin n'est pas une fin, absolument. Eh bien, c'est sur cette déclaration de foi qu'on va écouter Les garçons, les scopes. C'était l'excellent Les scopes, les garçons. France Inter. Sous le soleil de Platon. Nous sommes toujours avec Ariel Dombal, nous parlons de Jésus, nous parlons de sport, de fantaisie, nous parlons de la Vierge Marie, nous parlons de l'éternité, nous parlons du mystère aussi. On se souvient que votre Barbie dans Barbie Comics, elle est féministique, elle est dramatique, elle est plastique, mais elle est aussi mystique. Je voudrais qu'on vienne maintenant, après cette référence à Dieu, au Dieu du stade, à l'actualité, notamment l'actualité des Jeux Olympiques, et à votre titre olympique qu'on trouve dans l'album Iconics. Vous avez fait la musique, vous avez réalisé le clip qui est complètement dingue, on va en parler, mais au fond, là, on est dans un autre genre, très lyrique, j'ai trouvé ça très bien écrit. Paris est une fête au milieu de tous ces athlètes. Oui. Vous vous êtes bien amusé. Ah oui, Tour Eiffel comme un trésor d'une pluie de médailles d'or. Et c'est ça qu'on attend, c'est cette liesse, cette beauté du dépassement de soi. Moi, j'ai toujours aimé les athlètes et cet hymne, je l'ai composé en commençant par les figures féminines, parce que là aussi, les championnes, ça n'a pas été donné de sitôt. C'est-à-dire que M. Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques, a commencé par dire « on ne veut pas abîmer les Jeux Olympiques avec des femmes ». On va l'écouter, Pierre de Coubertin. Ah bon ? Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Alors, c'était Pierre de Coubertin. Voilà. Alors, il avait cette pensée de l'époque. Mais franchement, en effet, les femmes n'avaient pas accès à toutes les disciplines olympiques. Et ça a été très difficile. Il a fallu des pionnières pour imposer les femmes dans toutes les disciplines. Et là, donc, j'ai écrit cet hymne à la gloire de ces femmes, ces championnes qui ont été les premières médaillées olympiques. Et puis, ensuite, comme c'est Paris, comme on a la chance d'être le réceptacle historique de ces Jeux qui sont quand même absolument formidables, eh bien, je suis partie d'une partition de Beethoven et j'ai écrit cet hymne. Eh bien, on va l'écouter, celui que vous avez chanté le 14 juillet au moment du passage de la flamme olympique. Alors, ça déménage, hein. C'est lyrique, ça prend, on a envie de courir, on a envie de danser, on a envie d'être ensemble aussi. Ah ben oui, bien sûr. Et puis cette idée qui est quand même au cœur de nous tous, de nous surpasser, c'est-à-dire le petit animal humain qui veut performer. Alors je serai la nageuse qui nage le plus vite, je serai... Ça vous parle ça quand même ? Mais oui, je trouve que dans la vie en général, on est heureux quand on a, après une immense promenade, ou qu'on s'est baigné dans la mer, il y a et qu'on a nagé très loin, il y a une liesse, une joie, une profonde, une extase physique, du dépassement de soi, être mieux que soi-même. Ça revient encore une fois à n'être pas simplement soi. Voilà. On y revient. On y revient. Juste un truc, c'était inspiré de Beethoven, de la 7e, c'est ça ? Voilà, c'est ça, de la 7e, et puis Charlie Voudou, qui est mon partenaire compositeur, a fait une réduction orchestrale et on l'a avec des instruments électro. C'est très intéressant, quand on voit tout votre parcours, il y a vraiment de tout. Là, c'est du lyrisme, on est très loin de ce que vous faisiez avec Nicolas Kerr, par exemple. Je me souviens de cet album Empire, qui était beaucoup plus underground, beaucoup moins facile d'accès. Oui, c'était vraiment du rock alternatif. Et puis, lui-même était une figure, hélas, il a disparu parce qu'il était extraordinairement, comme beaucoup de rockers, autodestructeurs. Et puis, il trouvait que le monde était insupportable. Donc, il a fini par mourir. Mais c'est vrai que j'ai travaillé avec lui, les Ponyhawks et tout son groupe de musiciens, longtemps. Et c'était fabuleux. Vous avez fait notamment cet excellent album Empire. Je vous propose d'écouter un extrait.
Alors Ariel Dombasle, je fais cet extrait d'abord parce que moi j'avais adoré cet album Empire avec Nicolas Kerr, mais c'est parce que c'est une bonne façon de ne pas vous cerner parce que finalement quand on voit tout ce que vous avez fait, j'avais aussi vu votre film Les secrets de la princesse de Cadignan, adapté de Balzac. C'est l'histoire d'une femme Don Juan qui comprend qu'elle n'a jamais aimé en quelque sorte. On a du mal quand même à savoir où vous êtes, tant mieux, mais on a quand même du mal. Ah non, en fait, vous savez, et pour moi, c'est comme un morceau de musique. Il y a des notes dissonantes, mais qui créent l'harmonie. Et je crois que, voilà, c'est un peu ça. Nicolas Kerr, c'est lui qui a déclaré que vous étiez une créature chimérique, justement. Ah bon, je ne me rappelle plus. Mais on va l'écouter. Je dirais que c'est une créature chimérique. C'est un assemblage de plein d'autres animaux. Je pense qu'en fait, elle n'est ni ma muse, je suis pas de sa muse non plus, mais je pense que nos deux muses, ça ne m'étonnerait pas qu'elles soient sœurs, mais en tout cas, elles ont un projet, un dessin EIN en commun. Je pense qu'elles ont je sais pas, elles veulent nous faire quelque chose. Oui, la merveilleuse voix de Nicolas, qui a commencé par faire maths supérieures, et puis il est devenu un rocker, et il s'est installé avec des prostituées à Saint-Denis. C'était un personnage tout à fait étonnant. Alors, si vous n'êtes pas comme ces humains qui sont simplement ce qu'ils sont, c'est peut-être que vous êtes un assemblage de plusieurs créatures animales différentes. C'est ce qu'il dit. Mais alors... ça me convient. Mettons qu'il y ait toutes ces parts de vous-même, tant mieux. On est tous dans l'identité multiple, dans le protéiforme, dans le changeant. Quelle est la meilleure part de vous-même ? Celle que vous préférez ? La meilleure part de moi-même, je pense que c'est comme beaucoup d'entre nous, c'est la part amoureuse, c'est-à-dire la grande aventure de la vie, c'est l'amour. Comment vous le définiriez ? Je le définirais comme la seule véritable révélation sur la Terre. La seule ? Mais la plus grande. Ouais. Y a une phrase d'Alain Badiou à laquelle je pense en vous écoutant, qui dit l'amour, c'est l'expérience du chiffre 2. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a quelqu'un d'autre qui compte plus que soi et qui voit le monde autrement. Et quand on rencontre cette personne, eh bien, on arrête de voir le monde simplement avec ses yeux. On le voit aussi avec les yeux de l'autre, mais on garde ses yeux. Donc, on a comme un agrandissement du champ de perception du monde. Le monde est plus grand quand on est amoureux. Absolument. Et puis, c'est une révélation de soi aussi. De toute façon, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on est un peu un autre. Parce qu'il y a quelque chose qui s'échange. Mais évidemment, avec le rapport proprement amoureux, c'est vertigineux, c'est abyssal, et c'est éternel, et c'est le mystère même. Alain Badiou, toujours dans ce même livre, écrit avec Nicolas Truon, qui s'appelle, je crois, De l'amour. Je l'ai lu, oui. Il disait, on n'a pas assez d'une vie entière pour faire le tour de la différence de l'autre. Voilà, et c'est pour ça que moi je crois en l'au-delà. Ah, pour continuer à faire le tour, c'est ça. Comme ça, mais ça veut dire que la personne le tour. Mais ça veut dire l'étreinte. Mais c'est intéressant parce que vous voulez dire que vous pensez que si on prend un peu plus de temps qu'une simple vie, on finira quand même par faire le tour. On va se lasser de l'amour dans la vie éternelle, au fond. Ah non, je crois pas. Ça vous parle un peu les délires ou les propositions transhumanistes d'avoir une éternité, par exemple de télécharger le contenu de sa conscience sur un disque dur, de cryogéniser son corps. Je vais parler un peu de votre corps, je vais oser. Vous êtes quand même étonnante. Oui. Vous semblez je suis athlétique. Vous semblez quelque part résister à ce temps. Oui. Est-ce que ça nourrit un fantasme d'immortalité ou vous n'allez pas jusque-là ? Non, c'est-à-dire, je pense que par exemple, quand on est amoureux, on croit qu'on est totalement immortel. Ouais. Voilà, je dirais, voilà la réponse. Non, la cryogénisation et tout ça, je ne sais pas, toutes ces nouvelles sciences du prolonger l'humain et tout ça, je n'arrive même pas à y penser. Je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas bien. Et aussi de garder toute la mémoire du monde dans les grands logiciels et les clouds. Ouais. C'est trop tôt pour pouvoir même penser à tout ça. C'est pas grave, s'il y a de l'au-delà, on est tranquille. Exactement. Vous,
De toute façon, quand vous avez dit dans l'amour, on a le sentiment de l'immortalité, c'est peut-être que la valeur, en fait, la valeur du sentiment amoureux est éternelle. Donc même si nous, on ne va pas demeurer, en fait, ce qui a été vécu a une valeur éternelle. Voilà, ça certainement, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Je ne connais pas d'amoureux qui disent « Oh oui, on s'en fout, si ça dure 5 minutes, ben tant pis ». Non. Vous parlez souvent d'ailleurs de ce choix et même ce bonheur, au fond, que vous avez de n'avoir pas d'enfant. Peut-être c'est lié aussi, parce que du coup, c'est dans cette relation amoureuse que se joue l'éternité d'un sentiment ou d'une valeur ou d'un amour qu'on aurait pu vivre aussi en tant que parent. Exactement, probablement, oui, oui, sûrement. C'est quelque chose que doivent ressentir les parents, de l'éternité de leur amour incarné dans des enfants. Vous avez perdu, Ariel Dombal, votre mère à l'âge de 10 ans, et vous dites souvent que quelque part vous recherchez cette mère dans d'autres figures. Peut-être c'est une façon de revenir au début de l'entretien, toutes ces figures qui défilent dans Iconics, Marlène Dietrich, Judy Garland, Peggy Lee et tant d'autres, Simone de Beauvoir aussi, que vous avez découvert à l'âge de 14 ans. Est-ce que c'est pas des figures quelque part maternelles au fond? Oh oui, sûrement. Et d'ailleurs, dans la vie, toutes les femmes que je rencontre, je dis ça, mais c'est vrai, je les vois toujours comme des mères. Et j'ai beaucoup d'amis beaucoup plus jeunes que moi, et elles finissent toujours par être ma mère. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que vous gardez quelque chose de l'enfance, d'une sorte de Peter Pan, parce qu'à chaque fois, vous trouvez d'autres mères, donc ça permet de rester enfant. C'est vrai, peut-être. Ça vous fait rire, j'ai l'impression. Oui. Je propose, pour qu'on parachève ce voyage dans votre univers, d'écouter un extrait de votre dernier film, Les secrets de la princesse de Cadignan, adapté de Balzac. La princesse de Cadignan. C'est une femme dangereuse. Qu'est-ce qu'une femme dangereuse? Elle tue? Elle empoisonne? Pierre. Je fais des folies, j'ai été aimée, adorée même, mais je n'ai pas aimé. Pourquoi les femmes ne s'amuseraient-elles pas des hommes comme les hommes s'amusent des femmes? Ouais. Oui, alors ça c'est Balzac, et le féministe Balzac, parce que quand on lit Balzac, il s'est penché vraiment sur la psychologie, avant la psychanalyse et tout ça, sur la psychologie féminine, de manière mais extraordinaire. C'est-à-dire que l'analyse de ces femmes de l'époque, c'est fulgurant, quoi. C'est avant Freud, c'est inouï. Dans Barbie qu'on avait évoqué, Barbie avait une révélation, elle n'était qu'un jouet. Dans ce film, votre film, Les secrets de la princesse de Cadignan, eh bien cette femme a une révélation, elle n'a au fond jamais aimé vraiment. Elle a séduit beaucoup, mais elle n'a jamais aimé. Voilà, c'est une créature très vengeresse et c'est une sorte d'amazone, d'aventurière. Elle est terrible en même temps, elle est terrible. Mais dans la nouvelle de Balzac, c'est l'époque où on mariait les jeunes filles. Ce n'est pas un mariage voulu, c'est un mariage imposé. Et sa mère, la duchesse d'Uzel, l'a fait épouser son amant, pour que l'amant reste dans le giron familial, ce qui est une position atroce. Et donc, cette Diane va se venger des hommes, va se venger de son époux. Et c'est une très belle histoire, très romanesque, mais féroce, terrible. Mais néanmoins, Balzac croyait, comme il croyait dans la vie, à la réhabilitation par l'amour. Et donc ce personnage, au salut. Au salut par l'amour. Voilà, et Balzac, lui, il a connu le salut par l'amour, et notamment des femmes plus âgées que lui qui l'ont protégé. C'était ça, ses figures titulaires, c'était ça. Eh bien écoutez, le salut par l'amour, c'est une belle façon de conclure cette émission qui avait commencé sous l'angle de la légèreté, on prenait rien au sérieux, on est dans la fantaisie simple, et puis finalement on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on peut prendre au sérieux, c'est cet absolu du sentiment d'amour. Merci beaucoup, Ariel Dombal. Je vais essayer de définir la philosophie de la vie qui a été la vôtre, qu'on a entendue ce matin. Je vais essayer de le faire vraiment en étant en contact avec ce que j'ai ressenti. Une philosophie camp, on pourrait dire, une philosophie de l'ambiguïté, de la fluidité, peut-être une philosophie chimérique, mais pas seulement, parce qu'on voit qu'au milieu de ce mouvement d'étrangeté, de cette souplesse des masques, de cette virtuosité que vous avez évoquée, il y a quand même quelque chose qui fait que c'est vous, que vous êtes vous-même. On a bien vu qu'il y a quand même quelque chose qui apparaît finalement sous la diversité de ces masques. Et bien c'est une femme qui croit en l'absolu, une femme qui croit en l'au-delà, une femme qui a rencontré la figure de Marie et qui finalement croit qu'il y a quelque chose qui est plus sérieux que le reste, et cette chose, c'est l'amour. Merci beaucoup, Ariel Dombal.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Florence Gimalac, Audrey Carme et Laura Dumez. Programmation musicale Valentine Chedebois. Réalisation Antoine Larcher. Avec à la technique Lison Berger. Quant à moi, je vous retrouve demain matin dans la caverne de France Inter à 9h précisément sous le soleil de Platon. À demain.